Bonjour Muriel Pénicaud. Bonjour. Nous allons parler de la formation professionnelle, mais d'abord un mot sur les annonces du président de la République. Hier, il a annoncé le retour des emplois francs pour encourager l'embauche d'habitants de quartiers prioritaires. Et là, on se dit, c'est le retour des emplois aidés, mais avec un autre nom. Alors d'abord, ce n'est pas les emplois francs d'avant et c'est très différent des emplois aidés. Quel est le sujet? Dans les quartiers de la ville, les quartiers prioritaires de la ville, le taux de chômage est 2,5 fois ailleurs. Et puis, il y a une véritable discrimination territoriale, c'est-à-dire que quand on habite tel ou tel quartier, eh bien, quand votre CV arrive, il n'est pas vu de la même façon. C'est injuste, en plus c'est une perte de chance. Et donc les emplois francs, c'est une aide qu'on va donner aux employeurs qui, eux, prennent le pari que parce que d'où qu'on vienne, on a la même qualité, on a la même qualification, on a le même apport à l'entreprise. Donc ça, ça va se lancer dans 10 quartiers et je compte beaucoup là-dessus parce que je pense que une fois que le pli est pris dans l'entreprise, une fois que la personne a pu prouver sa valeur, ça va bien se passer. Pourquoi c'est mieux que les emplois aidés? Les emplois aidés, c'est un emploi précaire. Là, on va encourager l'embauche en contrat à durée indéterminée, en CDI. L'emploi aidé, on va en avoir aussi, 200 000 l'année prochaine, mais c'est un emploi précaire pour mettre le pied à l'étrier, à condition de l'accompagner par la formation, ce qui n'était pas le cas avant, des personnes qui sont très très éloignées de la qualification. Les emplois francs, c'est des gens qui ont une qualification ou une compétence ou une envie et qui sont tout à fait capables de prendre tout de suite un emploi et qui habitent dans les quartiers prioritaires et qui sont un peu stigmatisés pour ça, c'est injuste et donc on va les aider à prendre pied et à trouver un emploi durable. Le problème, c'est que c'est une vieille recette, les emplois francs, c'est pas nouveau. Alors parfois il y a des vieilles recettes qui marchent très bien, mais en 2013 le gouvernement Ayrault avait lui aussi, on s'en souvient, lancé les emplois francs. L'échec, il avait été cinglant puisqu'à peine 280 personnes avaient été embauchées. Alors vous allez me dire, j'espère que vous avez tiré les leçons de ce qui n'avait pas marché. Alors oui, et puis surtout, vous savez, il ne faut pas juste mettre le principe, il faut bien regarder les détails, comment on fait les choses. Ça avait été fait un peu comme une usine à gaz. Je ne rentre pas dans les détails, mais donc ça ne sera pas une usine à gaz. Qu'est-ce qu'il y a de différent? On avait limité l'âge. Alors, il faut avoir 12 conditions, en gros, pour rentrer dans les cases. Personne n'entrait dans les cases. Moi, je n'aime pas mettre les gens dans les cases. Je veux un dispositif qui marche et qui parle de la vraie vie, des personnes qui vont chercher un emploi et on ne va pas limiter. Ça veut dire que ça ne concerne pas uniquement les jeunes, par exemple. Ce ne sera pas que les jeunes, parce qu'il y a des seniors qui ont beaucoup à apporter dans les entreprises, qui ne trouvent pas de l'emploi aujourd'hui. Des seniors ou de moins seniors. D'ailleurs, on est seniors très jeunes maintenant, à tous âges. Voilà, c'est pour tous les âges. Du moment qu'on habite dans ce quartier-là, on pourra y accéder. Le président, il croit au testing dans l'entreprise pour lutter contre la discrimination et il croit au name and shame, c'est-à-dire on va donner les noms des entreprises qui font de la discrimination et ça suffira à faire entrer les choses dans le rang. Est-ce que vous êtes aussi optimiste? Alors, il y a deux types. Le testing, c'est quoi? C'est qu'on envoie des CV à l'aveugle, selon le quartier où on habite, etc., à des entreprises. Et on voit si elles réagissent de la même façon. Et c'est comme ça qu'on sait qu'il y a une véritable discrimination. Ça a été fait avec les défenseurs de droits. Régulièrement, on le fait. Et donc, je pense qu'il y a des entreprises qui ont une politique qui est discriminatoire, c'est condamnable. Il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte, c'est un biais inconscient. Et là, il faut à la fois faire du testing, et on va aussi les accompagner. Il y a des associations comme nos quartiers Haut du Talent, Mosaïque RH, qui font un super boulot là-dessus, qui montrent que, voilà, au-delà des a priori, des inconscients, vous savez, c'est comme les hommes et les femmes. Voilà, il y a plein d'a priori partout. Il faut casser les a priori, et pour ça, il faut avoir des opérations un peu punchy. La volonté, je pense que vous l'avez, vous le dites ce matin, le président l'a sans doute aussi, c'est la méthode. Ça fait des années que ça dure. On ne découvre pas ce problème de discrimination à l'embauche, notamment. Pourquoi est-ce que le fait simplement de nommer les entreprises peut suffire? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à des sanctions? Est-ce que ce serait inapproprié de sanctionner les entreprises pour de la discrimination, par exemple? D'abord, il n'y a rien qui suffit. Il n'y a jamais une chose qui suffit. C'est tout un ensemble. C'est une prise de conscience aussi. Il y a des sanctions contre la discrimination. Ça existe déjà. Mais je pense qu'il faut... Vous savez, c'est comme tous les sujets qui sont aussi des sujets de société, aussi des représentations. Il faut à la fois de la sanction, il faut de l'incitation, et puis il faut beaucoup en parler. Il faut montrer aussi des histoires réussies pour dépasser aussi un certain nombre de préjugés. Alors il faut en parler, et elles en parlent. Du harcèlement. Libération révèle encore ce matin le témoignage de 8 femmes qui accusent l'ancien président des Jeunes Socialistes de harcèlement. La loi, elle existe dans l'entreprise pour lutter contre le harcèlement. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle soit appliquée? Alors, la loi condamne très précisément et sévèrement toute forme de harcèlement sexuel, toute forme de discrimination. Donc, du point de vue législatif dans l'entreprise, comme vous le dites, ce n'est pas le sujet. Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut faire. D'abord, moi, je vais saisir les partenaires sociaux, c'est-à-dire les employeurs et les organisations syndicales, pour qu'elles fassent aussi des propositions sur ce sujet. Parce qu'on en parle pas. Quel rôle elles peuvent jouer? On peut faire de la prévention. Par exemple, il y a beaucoup de discrimination, il y a beaucoup de harcèlement qui se fait sur un terrain où on fait, c'est ce qu'on appelle le sexisme ordinaire, des blagues voilà, lourdes,
puis un peu plus lourde, puis un peu plus lourde. Ça crée tout un climat qui fait que un certain nombre de femmes ne se sentent pas à l'aise. C'est pareil pour les homosexuels d'ailleurs. Se sentent pas à l'aise. Et puis un jour, il y en a qui dérapent. Donc il y a beaucoup de prévention à faire. Il faut former tout le management. Moi, je suis en train de compléter pour que tout mon ministère, tout le monde soit formé. Beaucoup de collègues font ça aussi. Dans les entreprises, il faut ça former veut dire tout quoi le être management. formé? Ça veut dire quoi être Ça veut formé? dire se rendre compte qu'il y a des biais inconscients. Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas du tout de mauvaise volonté, mais qui ne se rendent pas compte que leurs attitudes, leurs comportements créent ce climat sur lequel le sexisme se développe. Ça vous est arrivé, vous? Oui, vous savez, moi, je n'ai pas encore rencontré de femme à qui c'est jamais arrivé. Alors, plus ou moins lourd, mais Des blagues plus ou moins, sexistes? voilà, plus ou moins une pression qui va plus ou moins loin, mais oui. Ça vous est arrivé? Vous avez l'air de dire comme toutes les femmes, quoi. Bah, comme une grande majorité de femmes. C'est la différence entre blagues sexistes un peu lourdes et harcèlement. Ben, C'est ça qui est difficile à arbitrer ou pas? Non, c'est pas difficile. Vous savez, on sait très bien qu'on est malaise, on sait très bien qu'on n'est pas consentante, mais il faut que les hommes et les femmes s'y mettent. Il faut aussi en parler dans les familles. Moi, depuis 3 semaines que tout ça est parti, moi, je suis surprise le nombre de gens qui ont commencé à en parler à leurs femmes, à leurs filles, qui leur disent « Ah bah oui, non, moi j'ai vécu un truc, c'était limite, ou même c'était carrément pénible », et qui le découvrent avec stupéfaction. Donc, il faut en parler encore, et puis faire une véritable mobilisation des managers et des syndicats sur ce sujet. Un mot sur la réforme de la formation professionnelle. Vous avez ouvert une négociation avec les partenaires sociaux. Quels sont les points sur lesquels le gouvernement ne transigera pas? Est-ce que c'est une négociation très ouverte ou est-ce que vous fixez quand même des lignes rouges aux partenaires sociaux? Alors ce matin, j'enverrai aux partenaires sociaux le document d'orientation qui est celui sur lequel ils vont, qui est le cadre de la négociation. Donc les partenaires sociaux vont négocier sur la formation dans l'entreprise pour les salariés. Et puis nous allons discuter avec eux et avec les régions sur la formation des demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, quels sont les enjeux? Il y en a 3. Il y en a un, c'est qu'on est au devant de mutations énormes sur le plan technologique. Donc ça peut être un risque pour les salariés ou alors une formidable chance à condition d'investir à fond sur la formation. C'est pareil pour les jeunes et les demandeurs d'emploi. C'est pour ça, c'est nos jeunes, c'est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est pour ça que nous allons investir 15 milliards sur la formation des jeunes et demandeurs d'emploi à toutes ces formidables mutations qui arrivent. Deuxièmement, il y a un sujet de liberté de choix. Vous savez, la meilleure protection contre le chômage, c'est d'avoir un métier, une qualification, et puis d'évoluer tout au long de la vie, parce que les métiers vont changer. Et pour ça, c'est très important qu'aujourd'hui, quelqu'un qui travaille dans une petite entreprise, il a moins de chances d'accéder à la formation dans une grande. Quelqu'un qui est ouvrier et employé, il a moins de chances qu'un cadre. Eh bien, tout ça, c'est tout ça qu'il faut que ça soit un droit pour tous, réellement, et que ça soit une chance pour tous. Merci beaucoup, Muriel Pénicaud. C'est à vous, Laurent. Merci Caroline, très belle journée à toutes les deux.